Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur la configuration des graphiques que j'utilise sur la plateforme ProRealTime. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur la version web de l'application. Parce qu'il y a une version complète un peu dite bureau et puis une version web qui est, pour ma part, je trouve plus simple à utiliser, un peu plus interactive. Et c'est sur celle-ci qu'on va s'attarder aujourd'hui. Le but de cette vidéo, c'est d'avoir exactement les mêmes indicateurs que moi, comme ça ceux qui suivent ma chaîne, les abonnés, quand je fais mes vidéos hebdomadaires sur les actions françaises, par exemple, eh bien, nous aurons, exactement les mêmes graphiques ou après il y aura peut-être quelques changements dans le temps, mais on s'adaptera à ce moment-là, mais vous aurez les mêmes graphiques que moi, ce qui fait qu'on aura la même base de travail et vous pourrez aussi, par ce biais-là, eh bien, progresser dans votre analyse des actions. Alors ce sera coupé en, 2 parties, hein, bien sûr sur la même vidéo, mais on va faire déjà une première partie où je vais vous apprendre à configurer, la plateforme web assez, simplement, de façon à avoir les indicateurs que j'utilise. Mais ce que je veux pas, c'est que, vous utilisiez de façon, aléatoire ces indicateurs, puisqu'il faut savoir de quoi on parle. Je peux vous donner des indicateurs, X ou Y, mais, si finalement derrière on ne sait pas à quoi ils correspondent et puis comment les utiliser, eh bien je trouve que ce serait un peu dommage. Eh bien donc dans la deuxième partie, je vous expliquerai, assez simplement pareil, l'objectif de ces indicateurs-là, pourquoi je les utilise et puis la façon que j'ai, de les utiliser. C'est parti. Allez, c'est parti. Je te partage mon écran. Donc, il faut aller sur le site de ProRealTime. Alors, moi, je sais que certains courtiers le font aussi, mais ça a l'air d'être un peu plus compliqué. Alors, moi, je fais directement depuis le site ProRealTime, donc sur Internet, marqué prorealtime.com. Et puis, vous allez tomber sur cette page-là. Après, moi, j'ai déjà un compte chez eux, donc je mets se connecter. Je me connecte. Et une fois connecté, j'arrive sur cette page-là. Et donc là, j'ai le choix entre ProRealTime Web et ProRealTime en version complète. Donc en gros, là, il va vous ouvrir une version bureau avec une installation à faire sur votre ordinateur. Donc nous, ce qu'on va faire, on va aujourd'hui se focaliser sur la page ProRealTime Web. Mais vous pouvez jongler en fait sur les deux plateformes quand vous voulez avec soit passer là-dessus si vous préférez la version complète, il y a un peu plus de, bah, elle est complète quoi, il y a un peu plus de choses dessus, ou la version web. Mais sur la version web, déjà, on peut avoir tout ce qu'on veut. Donc on va nous aujourd'hui, s'attarder sur la version web. Allez, c'est parti. Donc là, je vais lancer la plateforme web. Donc ça m'ouvre un onglet et donc j'arrive ici. Donc là, je vous ai mis le graphique brut. J'ai enlevé tout ce que j'avais comme indicateur. Donc, ce que vous pouvez faire déjà sur le côté, c'est que vous avez des listes ici. Vous cliquez sur la liste, mettons là, c'est une liste France, par exemple, et puis autrement, vous avez la liste populaire avec toutes les choses qui fonctionnent plutôt bien en ce moment. Après, vous avez des listes actions. Si vous voulez retrouver les actions françaises avec, mettons, là, si je clique sur France, vous voyez, c'est généralement la liste que je prends pour vous présenter le vendredi ou le week-end. Et puis après, vous avez par ordre alphabétique de A à D, de D à K, L à S, et ainsi de suite. Les actions belges, US technologie, les actions US, et puis pareil, les 200 plus grosses boîtes US par ordre alphabétique. Voilà, vous avez d'autres marchés aussi, si vous voulez. Là, vous pouvez retrouver des indices. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Les futurs, pour ceux qui utilisent les futurs. Et puis, futurs mondiaux, monde, par exemple, si vous allez dans monde, vous voyez, il y a différents, indices mondiaux ici. Et après, vous pouvez faire des listes personnelles. Donc moi, j'ai plusieurs listes ici. Donc vous voyez, j'ai cette magnifique. YouTube, quand vous me donnez des noms d'actions, que j'ai des noms des actions à vous faire voir, CAC 40 et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez, configurer un petit peu comme vous voulez. Puis si vous voulez vous faire une nouvelle liste, vous cliquez sur nouvelle liste, vous mettez le nom de la liste, mettons être ABC. Voilà, ça vous fait une liste vide et puis après vous faites ici ajouter un instrument et puis, vous mettez l'action que vous cherchez. Par exemple, si vous voulez, Total Energy, je pense que si je mets TTE, ça fonctionne, voilà, ou sinon je mets, Total Energy directement et vous cliquez dessus et puis elle est là. Donc moi j'ai encore un petit peu de reliquat, de mes indicateurs, voilà, mais c'est pas grave. Donc voilà, en gros c'est ça, ça vous permet de configurer comme vous voulez, vos graphiques. Alors là, je vais prendre par exemple l'action Air Liquide. Je fais du ménage dessus, voilà, j'enlève tout ce que j'avais pu mettre avant et on part d'un graphique vraiment, neutre. Maintenant, on va commencer à configurer nos graphiques. Donc la première étape à faire, vous voyez, il y a une espèce de quadrillage derrière. Donc ce qui est pas dérangeant, mais on va regarder comment on peut configurer pour l'enlever. Donc si vous voulez aller accéder aux propriétés du graphique, vous avez ici propriétés du graphique, vous voyez que la petite clé là, ou autrement vous pouvez aller sur préférences ici. Vous pouvez, avoir pareil graphique ou des choses comme ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans propriétés du graphique ici. Et là, on peut voir en bas, il y a grille principale, pardon, avec verticale et horizontale. Donc là, on va pouvoir l'enlever. Grille secondaire, je vais également enlever. Quantité de futur ici, vous voyez, c'est l'espace vide que vous avez sur le côté de votre graphique. Donc si vous voulez réduire
vous pouvez, pour avoir juste le graphique ou, à la base, il est sur 10. Moi, je laisse sur 10. Par contre, je vais enlever, le fond et après vous pouvez faire un fond graphique si vous avez envie derrière. Donc vous voyez sur, à la base, c'est blanc. Vous voyez, on peut changer, bleu, rose, enfin après ça va dépendre de chacun, de sa perception. Moi, je vais mettre un fond un petit peu, bleuté, par exemple. Ou autrement, vous allez sur personnaliser, puis vous choisissez vraiment, après c'est un peu plus, bah, hard quoi, comme couleur. Donc là, moi, je vais passer sur un bleu, tout à fait classique et après, vous avez ici, échelle. Donc après, vous pouvez mettre sur le côté, vous voyez, si je mets faible, je vais avoir un petit peu moins de valeur, sur le côté. Toujours avec l'étiquette, là, c'est la valeur du cours de clôture ou du cours actuel. Normal et puis élevé, vous voyez, ça fait, pas grand chose de plus. Après, vous pouvez faire en l'échelle soit en linéaire, soit en logarithme, soit en pourcentage. Voilà, ça vous change. Moi, ici, je laisse en linéaire. Et puis, je vous parlais des graphiques ajustés aux dividendes. Donc, pour faire les graphiques ajustés aux dividendes, c'est toujours là, hein. On est toujours sur l'onglet avec la clé dans affichage et ici vous avez autres réglages en bleu. Vous voyez, vous venez cliquer sur autres réglages et là vous ajustez votre cours aux dividendes. Ça veut dire que les dividendes sont inclus, dans le cours. Sinon, à chaque fois que une entreprise verse un dividende, bien sûr, le dividende vient faire diminuer le cours de l'action. Donc là, vous l'ajustez après comme vous voulez. Donc vous pouvez avoir, moi, à la base, je le mets sans l'ajustement aux dividendes. Et puis, si vous voulez avoir un petit peu plus vite, j'ai cherché un petit peu, vous êtes sur graphique ici et vous voyez, vous êtes dans graphique et pareil, vous retrouvez l'ajustement aux dividendes comme vous voulez. Voilà, donc ça, c'est la première configuration. Ensuite, maintenant, ce qu'on veut, c'est avoir, les moyennes mobiles, donc qui vont représenter, les différentes moyennes des, jours passés. Donc là, ce qu'on va faire, on va ajouter des indicateurs. Et vous voyez, moi, j'ai des indicateurs que j'ai mis en favoris. Donc là, vous pouvez les retrouver là. Donc les premiers à mettre, ça va être SMA, moyenne mobile 5, vous voyez? Donc elle va être, comme ça, vous, à la base, vous marquez SMA. Vous pouvez mettre la petite étoile jaune de façon à l'avoir dans vos favoris et puis on clique dessus. Donc nous, on va avoir besoin de 3 moyennes. Donc on va cliquer 2 fois plus. Une fois, vous voyez, ça se rajoute ici sur le côté et une troisième fois. Une fois que c'est fait, nous, on va avoir également besoin du RSI. Donc RSI, c'est Relative Strange Index. Donc là, je vais cliquer dessus, ça me rajoute le RSI, et puis je vais utiliser la MACD. Alors des fois, ce que vous pouvez prendre également, c'est les momentum, ceux qui veulent, les volumes, comparer avec des valeurs, ça on peut le voir aussi, les super trends, ça peut être pas mal aussi. Je ferai peut-être une vidéo pour rentrer un peu plus dans le détail si vous voulez là-dessus. Donc là déjà, on a la base de nos indicateurs. Donc maintenant, il faut les configurer. Donc moi, j'utilise, là pardon, je vais ici sur SMA20, je fais un clic gauche et je fais configurer. Donc là, ma première moyenne mobile, c'est une moyenne mobile à 20 périodes. Peu importe que ce soit en jour, en semaine, donc c'est 20 périodes. Et je la mets toujours en bleu. Donc là, je vais la mettre en bleu. Et puis plus mes périodes vont être longues, donc j'ai utilisé la SMA 20, la 50 et la 200, plus mon trait sera gros. Donc là, je laisse sur un PX là. Et puis, je mets pas en pointillé, je mets en ligne ici. Et période 20 à la clôture. Donc là, c'est bon. Ensuite, je peux passer directement à la deuxième ici. Donc que vous fassiez ça directement ou vous alliez cliquer ici et configurer, c'est pareil. La deuxième, moi, elle sera en rouge et c'est une moyenne mobile 50. Donc là, ici, je mets 50. Pareil, je mets en linéaire et on a dit un peu plus grosse. Donc je la mets en un peu plus gros. Peut-être qu'on verra même mieux sur 3. Et après, vous pouvez changer la couleur ici. Donc nous, on va mettre un rouge comme ça à peu près. Comme ça, c'est pas mal. Je vais revenir sur ma 20 et je vais la mettre un tout petit peu plus grosse. Ce sera un peu plus visible. Et ensuite, on va passer à la troisième, qui est là, et c'est ma 200 et celle-ci, j'aime bien la mettre plutôt en doré, Golden Cross. Et pareil, je mets en linéaire, donc vous voyez, je viens choisir soit ici, je choisis dans les tons jaunes et puis après vous baladez votre curseur pour avoir plus ou moins jaune et puis ça change, vous voyez, sur votre écran, là ça passe, là c'est en noir et puis là ça passe sur un jaune. Donc je vais mettre un jaune comme ça et je vais le mettre en très gros. Donc là je mets le max, je mets sur 5 px. C'est plutôt pas mal comme ça. Donc là on a déjà configuré nos 3 moyennes mobiles, la 20, la 50 et la 200. Si ça a été un petit peu trop vite, je te laisse, remettre, un petit peu avant la vidéo ou autrement tu peux aussi, sur le côté de la vidéo sur YouTube, ralentir la vitesse de lecture pour que ça aille un petit peu moins vite et puis configurer. Voilà, donc là on a déjà nos 3 moyennes mobiles. Après, vous pouvez en mettre plus, hein, mais moi ce que je vais chercher c'est de la tendance et puis si jamais vous en mettez plus, le risque, eh bien c'est que, bah, finalement, quand vous voyez des fois des gens qui font des vidéos où il y a, 25 000 courbes, bah, forcément à un moment ils tombent dessus, donc à un moment ils ont raison. Mais ça, moi, je trouve que plus il y a de courbes, plus vous avez de chances d'avoir raison et ça vient biaiser un peu parce que des fois on a tort, même on a souvent tort et c'est aussi important de le prendre en compte. Voilà, donc moi, je vais utiliser ces moyennes mobiles-là. Ensuite, on a dit le, RSI. Donc le RSI, il est
par là, je vais l'enlever comme ça. Donc à la base, j'ai ça. Vous voyez, c'est pas très si vous voulez, oui, regardez, on peut grossir notre RSI, par exemple, qui est là. En, cliquant, vous voyez, entre les 2 courbes ici, vous avez un petit panneau avec une flèche haute et basse. Vous venez, faire un clic gauche en laissant appuyer votre clic gauche et puis vous venez, mettre votre graphique. Après, si vous avez changé un peu des fois les valeurs, ce que vous faites un 2 clics gauche rapides sur le graphique, par exemple, et ça vient vous le remettre à la situation initiale. Voilà, ça, c'est des petites astuces. Donc là, notre RSI, il est pas très parlant, vous voyez, il est pas très beau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le configurer pour avoir nos zones de, surachat et nos zones de, survente. Donc là, si je clique sur le côté, clic gauche, vous le faites apparaître ou disparaître, mais ça va pas être très utile pour nous. Alors nous, on va configurer notre RSI. Donc soit vous faites un clic droit ici dans la zone du RSI, vous faites configurer RSI 14, ou autrement, vous faites un clic gauche sur RSI et puis configurer. Donc nous, on va faire un clic gauche, configurer. Et là, déjà, c'est RSI 14. Donc il y a différentes périodes. Donc, souvent, on utilise le RSI 14 ou le RSI 21. Alors moi, je vais utiliser le RSI 21. Et regardez ce qui va se passer. Ce que je veux, c'est avoir un petit peu moins de bruit, un peu moins de bruit sur mon graphique. Ce que j'appelle bruit, c'est de volatilité qui pourrait nous induire des faux signaux. Donc je vais passer plutôt sur un RSI 21 périodes. Et on peut voir, regardez, je reviens sur 14, il se tasse plus ou moins mon RSI. Plus je vais bas, vous voyez, plus, ça va faire des grosses oscillations. Par contre, si je vais un petit peu plus haut, pour aller chercher des tendances, je trouve que c'est un petit peu mieux puisque, c'est moins, on va dire, c'est plus lisse et ça je préfère, c'est vraiment question de choix. Après en taille, on peut mettre 3 par exemple et puis on va le laisser comme ça en, linéaire. Donc là déjà, on a notre RSI, vous voyez, déjà il est un petit peu plus beau, il est un petit peu moins chaotique. On est passé sur un RSI 21 et notre courbe, elle est noire. Alors maintenant, on va vouloir des zones de couleur. Ce que je voudrais faire, c'est avoir ces zones. Alors, je vais peut-être prendre une autre action que Air Liquide, une action un petit peu plus volatile. Attendez, je vais le remettre en jour pour faire apparaître. Allez, on va prendre Ruby, ça a des belles zones comme ça. Donc, je vais enlever tout ce que j'avais mis dessus. Voilà, ça on verra après. Voilà, là je suis revenu sur le graphique à peu près, classique. Donc double clic, je reviens, je suis en format journalier ici. Donc là, j'ai pareil, j'ai mon RSI. Donc vous voyez, il s'est, transposé, à toutes mes courbes, hein. Mon RSI 21, il est bien après sur toutes les courbes, hein. Donc là, je prends Rubis. Donc ce que je vais faire, je vais mettre mes zones de couleur. Mes zones de couleur, donc je vais dans configurer et ici, vous avez zone de couleur. Vous voyez marqué 0. Donc nous, on va en ajouter. Donc il y a zone de couleur ici, je fais le petit plus, donc RSI 21, OK, et là, vous voyez, ça vous donne quelque chose qui est pas top. Ça vous donne quelque chose qui est un peu, on voit la zone ici qui est en rouge, puis après tout le reste est en vert. Donc là, on va configurer ça, de façon à avoir, 2 zones qui sortent. Donc la première zone, on va mettre RSI 21. Alors je vous avais noté ça, et on va mettre en rouge. Donc là, vous choisissez, après c'est plus ou moins transparent, vous voyez? Hop, il y a plusieurs, donc moi je vais le mettre comme ça. Et ma zone, je veux la mettre en rouge. Ce que je veux faire sortir, c'est mon surachat ici, au-dessus de la zone des 70. Par contre, après, le reste, je m'en moque. Donc là, je viens cliquer soit sur le demi-triangle du haut, soit sur le demi-triangle du bas. Donc le demi-triangle du haut, il faut qu'il soit en rouge. Et le demi-triangle du bas, vous venez ici cliquer sur transparent. Voilà. Et je dois pouvoir mettre ça comme ça. Et là, c'est ligne horizontale, nous, c'est 70. Voilà. Et celui-ci, voilà, je viens cliquer ici pour l'enlever. Ce qui fait que, vous voyez, j'ai une petite croix qui se met là, quand je clique sur transparent ou non. Vous voyez, transparent, je clique. Donc vous devez retrouver avec votre carré, votre demi-triangle en haut rouge, avec RSI 21 et ligne horizontale 70, et le demi-triangle du bas avec cette zone petite croix. Et maintenant, j'ai configuré ma zone basse. Donc là, je fais plus, je reste sur RSI 21. Là, on veut la ligne horizontale du 30, qui est la ligne de sur-vente, et qui est potentiellement pour nous une zone d'achat. Donc je vais venir la mettre en vert, ici je choisis un vert par exemple, hein. Je la mets ici, et puis je viens mettre celui-ci, alors c'est l'inverse, tac, c'est celui du haut en transparent, et celui du bas en vert. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc vous verrez, vous retrouvez avec ça. Donc sur la première ligne, demi-triangle rouge, sur RSI 21, avec la ligne 70, et la deuxième c'est ligne horizontale 30, avec en vert ici ce demi-triangle. Voilà, déjà ça ressemble plutôt, à quelque chose de pas mal. Maintenant ce qu'on a, vous voyez, on a les zones de surachat, donc au-dessus du 70 ici sur le RSI qui sont en rouge, et en vert on a les zones potentielles d'achat. Vous avez plus de chances de faire un gain, sur cette action-là.
Après, si on prend en semaine, vous voyez, c'est pareil, hein. On peut voir bien les zones de survente qui sortent et puis les éventuelles zones de survente. Alors, si vous me passez sur un RSI, tout à l'heure on a dit sur un RSI 14 par exemple, vous allez avoir un petit peu plus de volatilité dessus. Et vous voyez, vous pouvez faire ressortir après vos zones en RSI 14 ou en RSI 21. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois l'action elle va monter, mais potentiellement l'action est sous-achetée et ça peut donner un retournement de tendance. Voilà. Alors je le remets sur 21. Et après, sur toutes vos actions, vous voyez, donc là on a du L'Oréal, on a Kering. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là je peux le mettre en format journalier hein, si vous voulez. Et à chaque fois, vous voyez vos zones éventuelles d'achat, ou vos zones éventuelles de vente. Et si l'or, on peut voir bien le gros surachat qui est ici. NJ, la zone, vous voyez, ici c'était efficace, hein, il y a une zone de survente, ici, et puis derrière, par exemple, ça fait un rebond. Attendez, j'ai fait n'importe quoi. Je vous le remets. Un rebond à 22%. Vous voyez, ça peut être des zones comme ça qui peuvent être intéressantes sur cet indicateur-là. Après, il va nous falloir la zone de neutralité. Donc ça, vous pouvez le rajouter avec une ligne horizontale. Donc vous venez mettre ici ligne horizontale. Si vous ne l'avez pas là, vous faites un clic droit sur la barre de gauche ici, vous faites ajouter un objet à cette barre d'outils. Et là, vous venez sélectionner, elle est là, la barre horizontale, et ça va vous la mettre ici, directement dedans. Donc moi, j'ai ajouté ces objets-là, la ligne horizontale, la résistance oblique, une signal de vente, un signal d'achat, donc flèche rouge, flèche verte, cette petite ellipse là que je me sers, et puis rectangle. Voilà. Et les flèches comme ça. Flèches, c'est pas mal aussi. Et puis les obliques. Je me sers que de ça. Donc ça, vous pouvez ajouter à chaque fois. Faites ajouter votre indicateur, et puis vous les avez ici, vous ouvrez les fenêtres si vous avez besoin. Puis vous venez chercher les formes que j'ai mis moi ici, vous pouvez comparer. Alors, une fois que ça c'est fait, on va vouloir mettre une ligne horizontale pour matérialiser la zone de neutralité. Donc des fois, c'est pas facile à régler, c'est sur le 50, parce que c'est un indicateur entre 0 et 100. Vous voyez, mettons, j'arrive pas à trouver mon 50, je suis à 58 là. Eh bien, je clique gauche dessus, par exemple, et je viens... alors, comment je faisais ça de mémoire? On va regarder ça tout de suite. Afficher les détails des points de tracé. Vous voyez ici ce petit rond-là, ça vous donne la valeur, et là je le recale à 50. Et automatiquement, il m'a remis ma zone de neutralité ici. Alors en épaisseur, j'aime bien la mettre en 4, mais vous pouvez la mettre en 3, ça marche bien aussi. Voilà, on a un graphique avec une zone de neutralité qui est représentée, et puis les zones de survente, les zones de surachat dans nos graphiques. Voilà, c'est plutôt pas mal comme ça. Et après, vous pourrez vous amuser si vous voulez mettre des boîtes. Par exemple, si je prends cette boîte-là, je la mets comme ça. Hop, je viens la tracer ici. Et puis je veux changer la couleur. Par exemple, je vais la sélectionner. Donc je fais un clic gauche, vous voyez, il faut qu'elle vienne en surbrillance. Je fais un clic gauche, par exemple, et je fais afficher les détails des points de tracé. Ah non, pas les points de tracé, pardon. Je vais faire plutôt un clic droit. Attendez, que je me retrouve là-dedans. Ouais, non, bah non, c'était ici directement. Je vais ici, et puis par exemple, vous pouvez changer la couleur si vous préférez en vert, et puis plus ou moins transparent, et pour configurer vos boîtes, ou orange par exemple. Après, il y a l'épaisseur. Si je mets 5, vous voyez, ça vous fait une boîte très épaisse. Après, je vais mettre sur 1, vous pouvez la mettre en pointillé si vous voulez, plus ou moins épais au niveau des pointillés, enfin, vous pouvez faire plein de choses dessus. Ensuite, vous avez différents indicateurs. Donc là, c'est la règle pour mesurer la performance en pourcentage. Vous venez les tirer ou pas pour avoir différentes valeurs. Ensuite, vous avez les flèches. Donc là, pour mettre une flèche, vous venez cliquer, vous laissez appuyer votre clic gauche, par exemple, et puis vous venez tirer votre flèche ou non. Et puis pareil, si vous voulez changer la couleur, vous venez cliquer dessus, et puis vous changez la couleur comme vous voulez. Voilà, c'est à peu près le même principe après pour tous les indicateurs de votre graphique. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, la MACD, donc la MACD, celle-ci, je la laisse d'origine avec le 12, 26 et le 9. Donc voilà, je pense qu'on a un graphique qui est plutôt pas mal ici, avec nos zones d'achat, nos zones de surachat, nos zones de survente, et puis qui reste, je trouve, assez simple sans être trop surchargé. Alors maintenant, on va essayer de voir pourquoi j'utilise ces indicateurs, parce que c'est pas le tout de les avoir, mais maintenant, je vous en parle à chaque fois, chaque semaine, mais c'est de savoir comment utiliser ces indicateurs. Donc là, j'étais sur ChatGPT, et il va nous expliquer simplement pourquoi j'utilise ces indicateurs. Donc là, je remets sur RSI 21, pardon. On va essayer de comprendre simplement le RSI. Donc le RSI, je vous rappelle, c'est cette courbe oscillante qui va de 0 à 100, et je vous dis à chaque fois, ça peut être des zones de surachat ou des zones de survente. Donc le RSI, ou Relative Strange Index, c'est un indicateur technique qui mesure la vitesse et le changement des mouvements de
du prix d'un titre. Sur un graphique de bourse, il s'affiche généralement sous forme d'une courbe oscillant entre 0 et 100. Donc nous, c'est ce qu'on a. Quand le RSI est supérieur à 70, donc supérieur à 70 pour nous, c'est ici, hein, la zone des 70, elle est bien matérialisée ici. Comment il y a la zone des 30? Eh bien, le titre est considéré comme suracheté, ce qui peut indiquer une possible correction ou un retournement à la baisse. Ça peut indiquer, c'est-à-dire que c'est pas une science exacte, c'est que ça peut, c'est un indicateur qui peut indiquer une correction. Après, comme je vous dis, hein, toujours quand il y a un surachat, c'est forcément tôt ou tard corrigé. Après, vous voyez, prendre le cas des Silor, par exemple, ça fait un petit bout de temps, si vous revendez au début, du surachat ici, vous dites: «Bah, ça passe en surachat, je vends». Derrière, c'est, 17 qui sont pas pris, quoi. Donc faut bien avoir plusieurs indicateurs. Mais c'est déjà un indicateur qui nous donne une tendance. Et quand le RSI est inférieur à 30, le titre est considéré comme survendu, ce qui peut signaler une opportunité d'achat ou un retournement à la hausse. En résumé, le RSI aide à repérer les situations où un titre a été trop acheté ou trop vendu, et donc où un changement de tendance pourrait être imminent. Voilà, donc il ne faut pas se fixer que sur un indicateur. Moi, j'aime bien avoir allez, trois indicateurs pour me placer. Alors, la MACD 1226, donc la MACD 1226, c'est celle que j'utilise ici, pareil, donc on va comprendre ce que c'est. C'est un indicateur qui est technique pour analyser la tendance d'un actif. Vous voyez, donc moi j'aime bien plutôt aller dans des tendances. Est-ce que c'est une tendance acheteuse, c'est une tendance plutôt vendeuse sur un format journalier, semaine ou mois, avec journalier du court terme, semaine du moyen terme et du mois du long terme. Donc ce que je cherche, moi, c'est plutôt, vous voyez, les tendances des actifs. Pardon. Donc comment ça fonctionne? La MACD, donc Moving Average Convergence Divergence, c'est un peu compliqué, mais est basée sur deux moyennes mobiles exponentielles. La moyenne mobile à 12 périodes rapides et une moyenne mobile à 26 périodes qui est considérée comme lente. Donc quelque chose qui bouge plutôt vite et quelque chose qui bouge plutôt moins vite. Donc ça va vous faire comprendre que quand je prends ces indicateurs-là, vous voyez, j'ai une 20, une moyenne mobile 20, une moyenne mobile 50. Donc la 20 est plus rapide que la 50, qui est elle plus lente ou plus rapide que la 200. Je vais chercher, vous voyez, ces retournements de tendance ici. Ces retournements là sur les 20, 50, qui puissent nous donner donc un retournement de tendance ici, plus un RSI qui passe acheteur, plus une MACD, vous voyez, qui croise à la hausse, la 12 c'est la bleue, et puis la 26 c'est la rouge. Eh bien, une tendance qui se croise ici, un RSI qui repart, et puis une belle courbe ici. Vous voyez, il y a trois indicateurs de retournement de tendance, et c'est ça que je vais chercher, ou de continuation de tendance. Donc en résumé, on va s'arrêter là, pardon. À la MACD, calculée en soustrayant la moyenne mobile 26 à la moyenne mobile 12. Ensuite, on ajoute une ligne de signal qui est une moyenne mobile à 9 périodes de la MACD, pardon. Donc comment l'interpréter? Quand la MACD croise la ligne de signal vers le haut, donc c'est signal d'achat avec un momentum haussier. Donc quand vous croisez vers le haut, c'est haussier. Ensuite, quand la MACD croise la ligne de signal vers le bas, c'est un signal de vente avec un momentum baissier. En résumé, la MACD 1226 aide à repérer les moments où une tendance pourrait changer. Pourrait, hein, c'est toujours, c'est pas une science exacte, hein. En analysant les croisements entre la MACD et la ligne de signal. Alors, ce que j'aime bien, moi, c'est quand elle est au-dessus ici de ce zéro là, hein, c'est important ça, hein. Donc pour une MACD, il ne faut pas juste qu'elle corrige. Pardon, je l'ai perdu. Voilà, donc double clic gauche, hein, quand vous faites un peu n'importe quoi, ça arrive. Et puis derrière, j'aime bien que ce soit au-dessus du zéro, et puis quand ça croise comme ça au-dessus du zéro, vous voyez, c'est très très joli. Après, si vous plutôt aller chercher des retournements de tendance un peu plus court terme, par exemple, donc là on va venir zoomer sur cette partie-là sur Essilor. Donc vous avez un signal, vous voyez, où c'est potentiellement survendu. Ici, vous avez votre MACD qui est bien dans le rouge, et puis vous voyez, quand ça commence à recroiser, vous pouvez très bien vous dire, bah moi je vais essayer de choper une tendance de retournement ici pour aller chercher quelque chose. Donc là, la tendance de retournement, elle était à peu près là. Celui qui vient jouer, vraiment, c'est un peu chaud, hein, parce que derrière, après, vous savez pas trop ce que ça peut faire, mais ça fait plus 20%. Donc plus vous allez venir chercher sur ces points-là, plus vous allez chercher sur des signaux avancés. Moi, je l'utilise pas forcément comme ça, puisque je préfère avoir des points plutôt qui vont être comme ici. Donc je vais passer pour que ce soit plus parlant sur un format semaine. Est-ce que j'ai quelque chose sur un format semaine qui pourrait être intéressant? Voilà, on va prendre par exemple celle-ci, l'action Vika, du ciment. Elle est au-dessus de sa moyenne mobile 200, donc ça peut être un signal déjà qui est plutôt pas mal. Ensuite, le RSI au-dessus de la zone de neutralité, et puis là, quand on a un croisement des deux. Vous voyez, je suis pas forcément en train d'essayer d'acheter ici, hein, c'est pas forcément, quoique j'ai eu du bol, c'est que je l'ai fait cette année, je suis rentré même sur les 25, 24, un truc comme ça. 25 je crois, donc c'était plutôt pas mal. Mais sur un format semaine, vous voyez, vous attendez qu'il y ait un croisement ici,
qui vous donne une tendance haussière sur du moyen terme, un RSI au-dessus de la zone de neutralité et puis derrière, vous voyez cette MACD qui recroise et qui s'ouvre à la hausse. Donc là, il y a potentiellement un point d'achat ici sur Vika qui était, par là. Donc là, c'est plus 30, vous voyez? Et je suis pas c'est un format semaine, hein, donc c'est pas forcément un format, ouais, si on prend du mois, par exemple, bah, vous avez un point d'achat ici, par exemple. Pourquoi à chaque fois j'ai mon RSI qui se met, donc je vais le reconfigurer, je vous refais voir, hein, ça permettra de le voir. Hop, 50. Donc là, j'ai mon sur cette courbe-là, on peut voir qu'on avait un point d'entrée en mensuel qui était plutôt pas mal par là. Donc avec une MACD qui croise à la hausse, vous voyez le RSI au-dessus de la zone de neutralité et puis là, quand vous ouvrez ici, mais ça peut mettre plusieurs mois, hein. Et puis après, bon, c'était parti là, 422. Puis après, enfin, une fois que vous êtes parti, vous laissez tourner, mais et le point de sortie, c'est souvent quand là, ça casse la zone de neutralité, ici, quand ça casse, le 0 et puis, quand ça croise. Donc là, ce serait éventuellement soit ici, mais vous auriez pu prendre du gain après. Alors là, c'est un gros mouvement volatile, hein, mais je pense que quand vous êtes à 400, bah, ça permet de remonter des stops, je sais pas, par exemple ici. Remontez vos stops au fur et à mesure et puis là, vous prenez 270. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça casse et puis de retourner à 0, hein. Par contre, si vous l'aviez fait sur un format semaine, par exemple, ce trade-là avec les indicateurs, vous voyez, vous serez rentré probablement par là, ici. Vous seriez rentré un petit peu plus tôt, forcément, avec un RSI qui est voilà, au-dessus de la zone de neutralité, une MACD au-dessus du 0, on serait même par là, vous seriez rentré. Et puis, bah, ouais, il y avait une super performance de 550%. Et puis les points de sortie, quand vous cassez la zone de neutralité ici, ici, quand vous cassez le 0 avec la MACD, et puis quand vos deux courbes se croisent ici, troisième signal. Il y a trois signaux, vous voyez. Un signal de vente, deux signaux de vente, trois signaux de vente. Donc là, si on prend cette action-là, vous serez rentré à peu près sur les 23 pour une sortie sur les 245%, sur les 76. Vous n'aurez jamais revendu au plus haut, parce qu'il n'y a que les menteurs qui revendent au plus haut, ou alors vous détectez une euphorie quand il y a une bougie comme ça, vous dites, ouh là, quand même, là c'est chaud, l'action elle vient de se prendre 40% dans la semaine, là vous pouvez couper au moins la moitié de votre position dans un premier temps, et puis derrière vous repartez sur autre chose. Mais voilà. Sinon, votre position, si vous voulez pas sortir trop tôt, c'est vrai, rentrer là avec un plus de 136% à peu près, avec les signaux. Et puis tout ce temps-là, bah, vous laissez porter, vous touchez des dividendes tranquillement, et puis ça marche plutôt bien. Et là, vous voyez, on pourrait peut-être même être sur un début de tendance comme ça. Vous voyez, en format semaine, point d'entrée par là, au-dessus de la moyenne mobile 200, vos deux courbes qui se croisent, un RSI qui repart bien, une MACD qui repart bien également, et puis bah là, derrière, ça fait déjà 25%. Après, je sais pas combien ça peut aller. Donc il y a du surachat, donc il y aura sûrement une correction de surachat à un moment donné. Mais on peut voir quand même qu'on a récupéré une belle zone et cette action-là, elle est plutôt bien partie, hein. Donc voilà. C'est à ça que servent ces indicateurs. Et après, selon votre horizon de placement, bah, soit vous rentrez en format journalier. Donc journalier, ce sera beaucoup plus volatile, hein, mais là ici, par exemple, si vous étiez rentré là, vous n'êtes toujours pas sorti, ça fait plus 22% depuis le 20 janvier, sur un mois, ça faisait 22%, par exemple, sur l'action Vika. Après, là, vous pouvez vous dire, bon, c'est quand même bien en surachat, ça peut rester quand même longtemps en surachat, mais quand on a des surachats comme ça, généralement, c'est corrigé. Puis vous dire, bon, ok, moi j'attends qu'elle corrige, mais elle a une belle tendance haussière, donc je suis rentré là. Pour le moment, je sors pas, je suis un journalier, ou autrement, je tenterai une position sur un repli dans la tendance haussière. Ça peut être ça. Et puis après, si vous faites du moyen terme, bah, le point d'entrée, il était plutôt par là, sur du moyen terme. Et puis, bah, vous laissez porter, hein, vous êtes sur du moyen terme de toute façon, donc plus 20%, au pire vous mettez un stop à votre prix d'entrée. Comme ça, bah, si jamais ça redescend, ça fait chou blanc, bah, tant pis. Prenez pas vos 20%, mais vous perdez pas d'argent. Et puis vous laissez filer. Donc voilà, c'est bien ça qu'il faut savoir sur les indicateurs. Et puis après, on va te parler vite fait de la moyenne mobile à 200 jours. Donc la moyenne mobile à 200 jours, je vous rappelle, c'est la grosse ligne jaune ici que j'utilise. Et donc celle-ci, c'est une barrière psychologique qui est pertinente parce que de nombreux investisseurs et traders la surveillent. Donc si de nombreux traders et investisseurs la surveillent, ça veut dire que potentiellement, les gens vont déclencher leurs achats ou leurs ventes sur ces zones-là. Donc des fois, ça vaut le coup d'acheter un petit peu avant ou de revendre un petit peu en dessous, par exemple. Et l'indicateur, c'est un indicateur de tendance. Donc, au-dessus de la moyenne mobile de 100, c'est une tendance haussière. Donc, vous voyez, ça fait trois indicateurs de tendance. Et en dessous de la moyenne mobile de 100, c'est une tendance baissière. Donc, elle agit souvent comme un support en marché haussier et une résistance en marché baissier. Et il y a des filtres pour éviter les faux signaux. Comparé à des moyennes mobiles plus courtes, elle réduit le bruit du marché, donne une vision plus stable de la tendance. Et ça, c'est très important. Ça vous permet de prendre une tendance plutôt, voyez, moyen-long terme. Donc là,
les autres indicateurs que j'ai, ils vont être un peu plus avancés que la moyenne mobile 200. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner, vous voyez, un retournement, un peu plus tôt ou un probable retournement un petit peu plus tôt. On voit sur la MACD, sur le RSI et sur le croisement des courbes. Donc celui qui avait tenté là, eh bien, il est toujours pas sorti. Il est rentré là sur ce petit repli-là. Il prend toujours sur cette action VK, 71%, depuis le 16 janvier. Ouais. Mais c'est plus risqué puisque c'est des indicateurs qui sont plus avancés. Par contre, vous voyez, on voit que la tendance ici, elle est bien baissière. Donc, tant que la tendance est baissière, on n'achète pas. Par contre, quand on veut acheter, par exemple, une moyenne mobile de 100 ici, eh bien, vous rentrez et puis c'est déjà plus 50%. Après, il faut faire attention à ces signaux-là parce que, vous voyez, là, ici, vous seriez sorti. C'est rouge là, c'est rouge là. Donc là, vous seriez sorti. Vous seriez rentré, par exemple, ici, sur la reprise de la moyenne mobile. Et ça vous faisait quand même -7, -10%, allez, -4, 5%, ce que vous seriez revendu juste sous la moyenne mobile de 100 avec un stop pour vous protéger. Et derrière, vous voyez, il y a des faux signaux quand même. Alors que quand vous achetez une moyenne mobile, normalement, de 100, c'est un peu plus tranquille. Et tant que vous êtes au-dessus de la moyenne mobile de 100, bah, vous sortez pas. Donc là, dans ce cas-là, ça aurait pu être un petit peu chaud quand même sur le dossier, mais après, en format journalier, vous voyez, vous auriez pu rentrer. Ici, vous seriez rentré sur la reprise de la moyenne mobile de 100, par exemple. Je reprends ici, vous seriez rentré là et vous seriez sorti là, dégagé avec un -3%. Tant pis, vous perdez 3% de votre position. Par contre, voilà, c'était même pas sûr que vous puissiez sortir. Là, on est, si. Ouais, on était encore au-dessus du zéro. Enfin, c'était chaud, vous voyez, parce que si vous voulez 3 signaux, ici, on n'a pas croisé la bleue, n'a pas croisé la rouge. Vous êtes sous la moyenne mobile de 100. Ici, vous êtes juste sur la zone de neutralité et ici, vous êtes encore au-dessus du zéro. La question se posait, je pense que mais peut-être que vous seriez sorti ou pas, mais c'est des peut-être des décisions des fois à prendre, avec vos indicateurs, hein. Mais bon, si vous étiez sorti, mais on prend le cas où vous êtes sorti. Vous êtes sorti là, vous perdez 3%. Bon, merde, tant pis, j'ai perdu 3%. Par contre, après, quand ça refranchit, bah, rien ne vous oblige, rien ne vous empêche de re-rentrer sur le dossier. Et puis là, cette fois-ci, c'était la bonne. Vous n'avez pas recassé votre moyenne mobile de plus de 3-4%, et c'est 34% derrière. Donc là, vous avez perdu 3% sur votre position, mais derrière, vous en prenez 34. Et ça peut être une idée. Donc là, les indicateurs, ils servent vraiment à ça, c'est-à-dire à se configurer et à aller chercher des tendances. Et voilà, tu as configuré tes graphiques comme un chef. À présent, on a la même base de travail pour continuer à s'améliorer. J'espère que tu prends du plaisir à utiliser ces indicateurs qui pour moi sont assez pertinents. Sur ce, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner à la chaîne, à me mettre un petit pouce. Ça permet à la chaîne de grandir et d'ailleurs, elle grandit plutôt bien et je vous en remercie. Sur ce, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Salut!